Vous êtes en direct de Mondico Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue à la grande édition du journal dont voici le principal titre. Le secrétaire général, président intérimaire de l'Union pour le développement et le progrès social, Augustin Kabouya, exhorte toute la base de rester unis et apporter leur accompagnement au chef de l'État dans sa lutte contre l'agression rwandaise. Cette affirmation dérive d'un communiqué publié mercredi 17 juillet et signé par Augustin Kabouya, étant président intérimaire. Il recommande aux membres et militants de l'UDPS le respect des textes du parti. 2 mois après l'installation du bureau d'âge, le Sénat congolais n'a toujours pas dévoilé jusqu'ici la date de l'élection de son bureau définitif. Le président du bureau provisoire a transmis le règlement intérieur à la Cour constitutionnelle pour que cette dernière se prononce sur sa conformité à la Constitution suivant les prescrits de l'article 112 de la Constitution. La police kenyane a annoncé mercredi 17 juillet dans un communiqué publié en fin de journée qu'aucune manifestation ne serait autorisée dans le centre de la capitale Nairobi à la suite d'une manifestation antigouvernementale meurtrière. Bonsoir. Après le titre Place au développement, je l'ai annoncé en titre que le Sénat congolais n'a toujours pas dévoilé jusqu'ici la date de l'élection de membres de son bureau définitif. Après la validation de mandat de sénateur, allais-je dire, de l'élaboration et l'adoption du règlement intérieur, la législature 2024-2028, le rapporteur du bureau d'âge, le sénateur Ivan Kazadi, a fait le point sur la procédure en cours, censée conduire l'élection du bureau définitif, dernière mission du bureau d'âge dirigé par le sénateur Pascal Kindwelo Viningali Jr. En croire le sénateur Ivan Kazadi, c'est depuis le mardi 16 juillet que le président du bureau provisoire a transmis le règlement intérieur à la Cour constitutionnelle pour que cette dernière se prononce sur sa conformité à la Constitution suivant le prescrit de l'article 112 de la Constitution. Selon le rapporteur du bureau d'âge, la prochaine étape dépend de la notification de l'arrêt de la Cour constitutionnelle en rapport avec la conformité à la Constitution du règlement intérieur. À partir de ces moments-là, nous aurons 7 jours pour organiser l'élection du bureau définitif, a-t-il signifié, précisant par ailleurs que 3 décisions sont attendues à la suite de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. La première décision pourrait être prise incessamment. Il s'agit notamment de la décision qui met en place une commission chargée de l'organisation de l'élection du bureau définitif. La deuxième décision fixera le calendrier de l'élection du bureau définitif et enfin, la troisième mettra en place une commission chargée de valider les candidatures à l'élection du bureau définitif. Si la Cour constitutionnelle nous notifie son arrêt aujourd'hui, la semaine prochaine, vous aurez votre bureau définitif, a ajouté Ivan Kazadi, l'un des 8 élus de Kinshasa. Cette évolution de la situation politique au niveau de la Chambre haute du Parlement ouvre la voie aux tractations au sein de la majorité parlementaire, tout comme à l'opposition pour la composition du ticket à présenter pour l'élection de membres du bureau définitif. L'élection et l'installation du bureau définitif du Sénat va automatiquement sanctionner la fin de la session extraordinaire inaugurale ouverte par la mise en place du bureau d'âge du Sénat conformément aux dispositions de l'article 114 de la Constitution de la République. Le Congrès américain a, dans le cadre de la diplomatie parlementaire, dépêché une délégation de représentants en RDC pour échanger avec le parlementaire congolais et les autorités politiques autour de grands défis que connaît ce géant d'Afrique en quête de la paix pour se lancer vers la voie du développement. Conduite par Brian Fitzpatrick, représentant de la Pennsylvanie, et Lucy Tamlin, ambassadrice des États-Unis en RDC. Cette délégation a été reçue mercredi 17 juillet 2024 par le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe. Regardez. Dans le cadre de la diplomatie parlementaire, le Congrès américain a dépêché une délégation des représentants en République démocratique du Congo pour échanger avec les parlementaires congolais et les autorités politiques autour des grands défis que connaît ce géant d'Afrique en quête de paix pour s'élancer vers la voie du développement.
avec les parlementaires américains conduites par Brian Fitzpatrick, représentant de la Pennsylvanie, et l'ambassadrice des États-Unis en République démocratique du Congo. L'honorable président Vital Kamerhe a brossé les grands défis que connaît actuellement les pays de Lumumba, notamment sur les plans économiques, social, surtout sécuritaire. Pour Vital Kamerhe, il n'y a aucune solution paisible face à cette situation si les Rwanda et l'Ouganda gardent leurs armées sur les sols congolais. Nous exigeons avant toute autre chose les retraits du Rwanda et de l'Ouganda du sol congolais. D'autre part, nous sollicitons des États-Unis et de la communauté internationale un soutien à la démarche de la RDC. Je suis convaincu que si cette implication est réelle, ces deux pays pourront retirer leurs troupes du sol congolais et les protagonistes pourront enfin s'élancer vers une solution par la voie diplomatique, a déclaré le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe. Il a fait savoir à ses pairs que le gouvernement de la République démocratique du Congo, nouvellement installé par l'Assemblée nationale, a un programme de développement très ambitieux qui nécessite que le pays soit dans un climat de paix pour sa matérialisation. Le président Vital Kamerhe a par ailleurs évoqué la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui n'est pas de faire la guerre à ses voisins, mais plutôt d'impulser le développement économique et social de l'Afrique à travers une coopération gagnant-gagnant avec le pays frère du continent africain et ceux d'autres continents. Il a montré la disponibilité de la République démocratique du Congo à coopérer avec le pays de la sous-région des Grands Lacs dans un climat de paix et dans le respect mutuel de l'intégrité territoriale. Pour Brian Fitzpatrick, le Congrès américain qui a mandaté la délégation qu'il conduit en RDC est disponible à soutenir la République démocratique du Congo dans sa démarche pour relever les différents défis auxquels elle fait face. Les deux parlementaires se sont convenus d'approfondir leurs relations dans le cadre de la diplomatie parlementaire pour permettre à la République démocratique du Congo de bénéficier de l'expérience américaine. Le secrétaire général du parti présidentiel a tenu à apaiser les tensions observées ces derniers temps au sein de l'UDPS. En sa qualité du président national intérimaire du parti du Sphinx limité, Augustin Kabouya a, dans un communiqué, invité toutes les structures du parti au calme. Pour Kabouya, l'heure est à l'unité pour accompagner le chef de l'État à trouver des solutions aux problèmes de l'insécurité dans l'Est du Congo. Suivez. Toutes les décisions prises par le pouvoir en place. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, fait face à une vague de retrait des confiances de certains cadres du parti. En réponse, il a publié un communiqué ce mercredi appelant le militant à la vigilance face à ce qu'il qualifie de tentatives de déstabilisation du parti et du régime. L'ennemi compte déstabiliser le parti et par ricochet le régime, a déclaré Kabouya, soulignant qu'il n'envisage pas de démissionner malgré les pressions internes. Il a rappelé la résolution numéro 01/UDPS/Con Extra/2023 du Congrès extraordinaire du 26 août 2023 qui lui confère la mission d'assurer le bon fonctionnement et la bonne organisation du parti. Le secrétaire général a également évoqué le contexte national, exhortant le militant à rester uni et à soutenir le chef d'État dans la lutte contre l'agression et l'occupation d'une partie de l'Est du pays par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. Il a insisté sur le respect des textes du parti et a appelé à la vigilance pour contrer les tentatives de déstabilisation. Accusé par ses détracteurs des mauvaises gestions, des clientélismes et des négligences des ambitions des autres cadres, Kabouya a été la cible des critiques croissantes. Une marche a même été organisée par certains cadres pour signifier leur désaccord. Coup d'envoi le mercredi 17 juillet 2024 de l'atelier sur l'élaboration de plans locaux de développement 2024-2028 des entités territoriales décentralisées dans la ville de Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasai oriental, au centre de la République démocratique du Congo. Ces travaux visent également à aider le gouvernement de la RDC en mettant place aux procédures de contrôle du système de gestion financière. Images et commentaires.
Ces travaux d'élaboration des plans locaux de développement 2024-2028 des entités territoriales décentralisées ciblées au Kasaï oriental pour la première phase s'exécutent en perspective de la mise en œuvre du processus du budget participatif avec l'appui du projet d'amélioration de recouvrement de recettes et de la gestion des dépenses en République démocratique du Congo, projet encore en sigle. Jean-Claude Moussas, coordonnateur du projet Encore, a démontré que la première phase de ce projet a pour objectif d'assurer l'utilisation rationnelle effective des ressources du gouvernement au niveau central et local pour améliorer la prestation des services. Aujourd'hui débutent les travaux d'élaboration des plans locaux de développement 2024-2028 des entités territoriales centralisées ciblées au Kasaï oriental pour la première phase, bien entendu, en perspective de la mise en œuvre du processus budget participatif avec l'appui du projet d'amélioration du recouvrement des recettes et de la gestion des dépenses en République démocratique du Congo, projet Encore en sigle. Le projet Encore, c'est le projet d'amélioration du recouvrement des recettes et de la gestion des dépenses en République démocratique du Congo. À cet effet, cette composante entend appuyer d'abord le gouvernement pour aborder le problème de transfert de ressources nationales et permettra aux provinces de disposer des ressources nécessaires pour fournir des services publics aux citoyens. Pour Jean-Claude Moussas, c'est l'ensemble des Congolais qui sont bénéficiaires de ce projet. Ils sont représentés par les participants à cet atelier qui vise pour eux l'accession au secteur prioritaire, notamment la santé et l'éducation. Les principaux bénéficiaires du projet Encore sont les citoyens de la République démocratique du Congo, qui, grâce à l'accroissement des ressources générées, accèdent à de meilleurs services dans les secteurs prioritaires. Je peux citer entre autres l'éducation, la santé, les transports, l'environnement, etc. Ces populations sont dans toutes les entités que nous représentons en ces. Au-delà des principaux bénéficiaires, il y a également plusieurs bénéficiaires spécifiques. Il s'agit premièrement du personnel des ministères concernés. Le ministère des Finances, le ministère du Budget, le ministère du Portefeuille, de la fonction publique du plan, des mines. Pour les organisateurs, cet atelier contribue à la réforme des finances publiques en RDC. Les Congolais qui en sont bénéficiaires doivent également y participer pour contrôler les finances publiques. Le présent atelier se situe dans le contexte de la réforme et de la modernisation des finances publiques en République démocratique du Congo et fait suite au Forum national sur les mécanismes de participation citoyenne et les contrôles citoyens des finances publiques en République démocratique du Congo, organisé à Kinshasa les 18 et les 19 novembre 2015 à l'hôtel du gouvernement. La République démocratique du Congo s'est engagée dans une grande réforme de ses finances publiques. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a conclu avec la Banque mondiale un partenariat pour la mise en œuvre du projet d'amélioration du recouvrement des recettes et de la gestion des dépenses en République démocratique du Congo en cycle Encore. Ce partenariat vise à appuyer la mise en œuvre de la stratégie actualisée de la réforme des finances publiques pour la période allant de 2022 à 2028. Ouvert le mercredi 17 juillet 2024, cet atelier va se clôturer le 20 juillet 2024 dans la ville de Mbuji-Mayi. Les résolutions devront aider à assainir les finances publiques de cette province qui a connu une longue période de crise économique. D'une province à une autre, plusieurs routes de la ville de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, sont en pleine réhabilitation. C'est le cas de l'avenue Arokassia, située dans la commune de Kampemba, restée depuis longtemps délabrée et qui mène vers l'aéroport international de Laloano, exécuté par la firme grecque SET sous la supervision de l'agence congolaise des grands travaux. Ces travaux s'effectuent à la grande satisfaction de la population. Regardez.
Situé au quartier Ewabora dans la commune de Kampemba à l'est de la ville de Lubumbashi, dans le sud-est de la République démocratique du Congo, l'avenue de Araucarias va bientôt faire peau neuve. Les travaux de réhabilitation qui s'y effectuent depuis le début de cette semaine, il s'agit d'une des routes secondaires qui mène vers l'aéroport international de la Loano. Elle sera asphaltée par l'entreprise chinoise Crexit. Mise en forme. Mise en forme à Balabala. Après avoir fait mise en forme à Balabala. Nous faisons d'abord la mise en forme et puis ça sera le remblayage chargé avec un peu de ciment, ensuite puis de l'huile, enfin le goudron. Avant même la fin de ces travaux, les usagers de cette route se disent satisfaits. C'est le cas de ces conducteurs de tricycles qui voient déjà la fin de leur calvaire. C'est une bonne chose de pouvoir penser à nous. Il y a déjà du changement par rapport à avant aujourd'hui, même après une longue journée de travail sur ces tronçons. Quand on rentre à la maison, il n'y a plus de fatigue comme avant. Même les étudiants que nous transportons sont contents, ils n'ont plus de fatigue. C'est vraiment une joie. Pour César Moudibengi, un autre usager de cette route et habitant le quartier Ewabora, il serait mieux que ces travaux de réhabilitation aillent jusqu'au bout. Il a peur que les travaux commencés ne se terminent pas comme dans certains cas. Les pertes seront énormes. Nous encourageons le gouvernement provincial pour les travaux routiers, mais néanmoins, comme nous sommes encore au début, on se réserve le droit de beaucoup parler parce que souvent au Congo, on commence bien, mais on finit toujours mal. Alors, mais sinon, c'est un acte à saluer. Nous encourageons le gouvernement qu'ils aillent jusqu'au bout. Et là, nous serons vraiment très satisfaits. Nous serons très contents. En tout cas, c'est une route très capitale parce que d'abord, Washi Mining en bénéficie, la population, et ensuite, ça peut aussi nous faciliter la tâche pour les usagers de la route Moussiri principale pour essayer un peu de faire diminuer les embouteillages. Ça va vraiment nous aider parce que c'est la route principale à Rocarias. C'est la route la plus longue de Lubumbashi si je ne m'abuse pas. Ça va jusqu'au Bel-Air. Alors là, les amis qui sont au Bel-Air peuvent commencer à contourner la ville pour passer directement vers l'aéroport. Vraiment, nous encourageons cette initiative. Au gouvernement provincial, mais nous attendons qu'il puisse matérialiser. Ça nous fera vraiment plaisir. Démarré en début de cette semaine, les travaux de réhabilitation de l'avenue Araucarias vont durer 2 mois. Une fois réhabilitée, elle va désengorger la circulation au centre-ville et deviendra une des voies de contournement rapide vers l'aéroport international de la Loano de Lubumbashi. Toujours en province, ouverture le mercredi 17 juillet 2024 à Bunia, en Ituri, au nord-est de la RDC, des travaux de la revue annuelle de performance dans les secteurs éducationnels de la sous-division urbaine de Bunia. Au cours de ces assises qui vont durer 3 jours, il sera question de passer en revue toutes les réalisations et planifications de l'année scolaire passée en termes de pourcentage et aussi planifier l'année scolaire 2024-2025 à travers des actions opérationnelles. Suivez ce propos. Nous avons été instruits par les autorités nationales, donc les ministres nationaux, à travers les directeurs provinciaux de l'EPST Ituri 1, sur l'organisation de cette revue annuelle. La revue annuelle qui a pour thème amélioration de la qualité de l'éducation pour stimuler le développement socio-économique. Et ça, c'est le thème de la revue annuelle de cette année scolaire 2024. Et dans ce thème, dans cette activité de revue annuelle, nous allons passer à revue toutes les planifications de l'année passée à travers les PAO que nous allons évaluer. Et nous allons aussi planifier l'année scolaire prochaine qui va commencer. Dès que nous allons évaluer les PAO, nous allons voir les réalisations. Mais notre souci, c'est que nous puissions arriver à réaliser les 100%. Mais nous allons essayer d'évaluer si on a atteint quel pourcentage et pour maintenant projeter l'année prochaine et voir aussi si on va ce qu'on va planifier pour l'année prochaine 2024-2025. Revenons à Kinshasa pour parler société à présent.
À la suite des assassinats répétés de chauffeurs taxi ces derniers jours à Kinshasa, capitale de la RDC, leurs collègues ont fermement condamné ce meurtre qui se sont succédés la semaine dernière. À en croire les témoins de quelques chauffeurs, les infortunés sont drogués, ligotés par les criminels avant d'être achevés. La psychose est montée chez les chauffeurs au point que certains parmi eux ont décidé d'arrêter le travail avant la tombée de la nuit. Question de se mettre à l'abri. Suivez. Ils sont au volant de leur taxi, mais ils ont le cœur lourd. La semaine dernière, ils ont perdu 6 de leurs collègues. Ils ont été enlevés, ligotés par leurs ravisseurs avant d'être assassinés. En dépit de ces climats d'insécurité, les chauffeurs taxi continuent de transporter tout de même le passager. Bien qu'à l'ouvrage, ces conducteurs dénoncent avec véhémence l'assassinat de leurs collègues. Guy Mandiangou et ses pairs sont tristes pour ce qui leur arrive. Ils s'inquiètent aussi de la résurgence du phénomène kidnapping qui a secoué la ville de Kinshasa il y a d'ici là une année. C'est difficile et triste ce qui nous est arrivé. Ce que nous demandons à l'État congolais, c'est de renforcer sa sécurité, surtout pour nous. Beaucoup de choses nous sont arrivées moi-même. J'ai été victime, c'est difficile et triste. La voiture neuve que j'ai achetée, je n'ai même pas fait 2 mois avec. On m'a tout volé, donc tout est parti. C'était vers 16 h au niveau de Kintambo magasin. Une femme m'a proposé une course express alors que c'était du mensonge. Ils m'ont drogué, j'étais inconscient pendant pratiquement 6 jours. J'ai repris ma lucidité 6 jours après. C'est triste et difficile. La résurgence de l'insécurité dans la capitale a sémé la peur chez certains conducteurs qui désormais décident de finir le travail plus tôt que prévu. C'est le cas de Mika Tumbabou. C'est lui qui est mort là à Super Lemba. Ces petits-là que vous avez vu le main ligoté, c'est notre collègue. Nous travaillons ensemble avec lui. Il habite en Ngaba. Tous ces jours, nous passons nos nuits au deuil chez eux. L'insécurité est revenue dans cette ville de manière inquiétante. Le sentiment d'insécurité qui s'est installé vient s'ajouter au problème des tracasseries déplorées par certains conducteurs. José est l'un d'eux. Il souhaite que la police nationale congolaise puisse rappeler à l'ordre quelques brebis galeuses parmi ces éléments afin de privilégier la sécurité des personnes et de leurs biens dans la capitale. Nous, conducteurs, notre travail est de transporter les clients, mais je n'ai pas le moyen de savoir que la personne est mauvaise. Donc l'État congolais ne nous sécurise pas. Nous voyons les jeeps de la police circuler. Quand nous voyons ces jeeps venir, nous pensons qu'elles viennent pour nous sécuriser, mais certains d'entre eux viennent pour nous arrêter. Les autorités compétentes ont déjà pris des mesures pour mettre fin à cette situation. Le commandant de la police-ville de Kinshasa, le commissaire divisionnaire Blaise Kilimbalimba, avait déjà réuni le membre de l'association des chauffeurs du Congo, ASICO, le week-end dernier pour rassurer des efforts déployés par la police nationale congolaise à rechercher les criminels et renforcer la sécurité de toute la population quinoise. Le commandant de la ville a mis à la disposition des chauffeurs et de toute la population des numéros de téléphone pour signaler tout mouvement suspect afin de permettre à la police d'intervenir en toute urgence. Pour cette semaine qui a commencé, la situation est sous contrôle car aucun cas d'enlèvement n'a encore été signalé. En dehors de nos frontières, pour clôturer ce journal, la police kenyane a interdit le jeudi les manifestations dans la capitale pour une durée indéterminée, invoquant l'absence d'un leadership susceptible de garantir des manifestations pacifiques. L'interdiction a été annoncée quelques heures avant les manifestations prévues plus tard dans la journée du jeudi, au cours de laquelle les manifestants devaient se rendre au bureau du président pour réclamer sa démission pour cause de mauvaise gouvernance. Regardez. L'inspecteur général de la police par intérim, Douglas Kanja, a déclaré dans un communiqué que l'absence de leadership avait rendu difficile l'application du protocole de sécurité. Les récentes manifestations ont entraîné des pertes pour les entreprises,
à la suite de pillages des incendies. Les manifestants n'avaient pas encore été repérés jeudi matin, mais les routes principales menant au bureau président sont restées barricadées par la police. Le Kenya a connu 2 mois de manifestations qui ont commencé par des appels aux législateurs pour qu'ils votent contre un projet de loi des finances controversé qui proposerait des impôts plus élevés dans un contexte de crise du coût de la vie et d'exploitation de la dette publique. Selon la Commission nationale des droits de l'homme du Kenya, au moins 50 personnes sont mortes depuis le début de manifestation le 18 juin. Le président William Ruto a déclaré qu'il signerait pas de projet de loi de finances adopté par le Parlement le 25 juin. Jour où le manifestant ont pris d'assaut et brûlé une partie du bâtiment, poussant les législateurs à s'enfuir. La semaine dernière, le président a limogé la quasi-totalité de son cabinet et le procureur général, comme le demandaient les manifestants qui accusaient le ministère d'incompétence et de corruption d'opulence. Place à présent au rappel du titre. Le secrétaire général, président intérimaire de l'Union pour le développement et le progrès social, Augustin Kabuya, exhorte toute la base de rester unis et apporter leur accompagnement au chef de l'État dans sa lutte contre l'agression rwandaise. Cette affirmation dérive d'un communiqué publié mercredi 17 juillet et signé par Augustin Kabuya, étant président intérimaire. Il recommande aux membres et militants de l'UDPS le respect des textes du parti. 2 mois après l'installation du bureau d'âge, le Sénat congolais n'a toujours pas dévoilé jusqu'ici la date de l'élection de son bureau définitif. Le président du bureau provisoire a transmis le règlement intérieur à la Cour constitutionnelle pour que cette dernière se prononce sur sa conformité à la Constitution suivant les prescrits de l'article 112 de la Constitution. La police kenyane a annoncé mercredi 17 juillet dans un communiqué publié en fin de journée qu'aucune manifestation ne serait autorisée dans le centre de la capitale Nairobi à la suite de manifestations antigouvernementales meurtrières. Ce journal est complètement terminé. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bon suite au programme sur nos antennes.